François Asselineau, vous êtes inspecteur des finances, vous avez fait partie de plusieurs cabinets ministériels avant de devenir en 2007 le président fondateur de l'UPR, l'Union populaire républicaine, le seul mouvement politique qui propose clairement de sortir la France de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. Ce qui vous vaut une notoriété grandissante sur Internet, le site de l'UPR étant classé parmi les 10 sites politiques les plus consultés et votre blog parmi les 100 blogs politiques les plus... Je me demande un peu où je suis tombé, en fait. C'est vrai ? On parle utopie, 19e siècle, 18e siècle. C'est une émission culturelle. Oui, je signale que depuis le début de cette émission, la France a statistiquement perdu à peu près 12 emplois, que nous perdons 800 emplois par jour, que nous perdons une usine par jour. Je me rappelle avoir débattu avec M. Baveret le 15 octobre 2008 sur Radio Notre-Dame. C'était il y a 4 ans, il me disait déjà les mêmes choses. Depuis lors, nous avons donc perdu 1200 usines et notre endettement a augmenté de 500 milliards d'euros. Donc la question qu'il faudrait quand même se poser, c'est qu'est-ce qui se passe ? Et c'est ça que les Français se posent, qu'est-ce qu'il se passe ? Ce qu'il se passe, c'est que nous avons perdu tous les moyens pour protéger nos emplois. Il y a un article qui s'appelle l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui interdit toute restriction aux échanges de capitaux, de marchandises et de services et donc qui notamment est le feu vert généralisé pour les délocalisations. Alors M. Montebourg en est réduit à faire des moulinets puisqu'il y a cet article 63 qui lui interdit d'interdire aux entreprises de délocaliser. Je voudrais insister sur quelque chose qui est extrêmement important. Comment font les autres ? Comment font les autres pays ? Ceux qui gagnent, comment font la Chine ? Comment font la Thaïlande ? Ils font comment, eux ? Eh bien, tout simplement, ils ont des ouvertures sur l'étranger qui sont asymétriques. On a appris il y a quelques jours qu'un Chinois, par exemple, vient d'acheter le château de Gevrey-Chambertin. Et figurez-vous que si nous voulions acheter, nous, un vignoble en Chine, il y en a, ou bien tout simplement un jardin de thé, nous ne le pourrions pas. Ce serait interdit. Lorsque, par exemple, les Chinois ont voulu acheter Unocal, qui était une entreprise de pétrolière en Californie, les États-Unis, le gouvernement de Washington, il a mis au panier toutes les théories ultralibérales, il a dit non. Voilà, c'était le fait du prince. Lorsque Dubai Port Authority a voulu racheter 7 ports aux États-Unis, le gouvernement américain a dit non. Voilà, seulement nous, si par exemple en ce moment Qatar fait ses achats en France, l'Émirat de Qatar, mais si nous voulons acheter des terres dans l'Émirat de Qatar, nous ne le pourrions pas. Alors tout ceci, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il y a une asymétrie et que les pays qui gagnent ne sont pas n'ont pas accepté les mêmes conditions de concurrence totalement déloyale dans laquelle sont plongés les pays de l'Europe du fait des traités européens et notamment, j'insiste, l'article 63 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il y en a bien d'autres. Par exemple, l'article 106 qui réglemente nos services publics. L'article 121 qui fixe les grandes orientations de politique économique et qui vide donc de sens les programmes politiques de nos gouvernants. C'est la raison pour laquelle, lorsque les Français votent à droite ou votent à gauche, on vient de le voir. Ils ont en fait la même politique, une politique qui n'est pas conforme à l'intérêt des Français, qui a été décidée, fixée dans le marbre des traités européens. Sophie Baniche. Je voulais juste expliquer que dans la période de la Révolution française, donc le XVIIIe siècle, bien sûr, à quoi ça peut nous servir ? Parce que justement, on réfléchit ces questions. On réfléchit le fait que même si on est dans un système libéral, il ne faut pas aliéner les biens, et en particulier le territoire dans un premier temps, et les biens qui permettent au pays de fonctionner. Et on est dans une logique où on essaye de penser les relations entre les différents pays, dans le cadre de ce qu'on appelle une cosmopolitique, et en même temps où on interdit de détruire ce qui conduit un pays à prospérer. Et donc on a besoin de ces outils-là pour pouvoir aujourd'hui prendre appui sur ce qui a existé pour effectivement réinventer, sans être nécessairement taxé de réactionnaires ou de personnes qui ne se rendent pas compte de la réalité, ou entendre dire constamment « le monde a changé ». Le monde a changé parce qu'on a des choix politiques qui ont été faits et qui ne pensent plus les articulations entre
critique libérale du libéralisme et libéralisme. Oui, enfin, en attendant... Voilà. Il y a une critique libérale du libéralisme qu'il faut mener et qui n'empêche pas de construire un espace européen, mais avec d'autres règles. Donc le problème, c'est pas l'Europe en tant que telle, c'est les règles que l'Europe s'est données. En l'occurrence, ce serait le libre-échange, puisque c'est ça que vous accusez François Fillon. Je ne suis pas contre le principe du libre-échange. Je dis simplement que toutes nos politiques ont disparu, que tout a été transféré à des oligarchies non élues. Et donc je dis que la première chose qu'il faut faire, c'est rendre aux Français la possibilité de décider des politiques qu'ils veulent. On en parlera tout à l'heure avec le traité budgétaire européen. Je me permets quand même d'insister sur le fait qu'il n'y a pas que l'emploi qui disparaît en Europe. L'emploi, il grimpe dans les pays d'Asie, mais il y a aussi la pauvreté qui monte en Europe. Selon l'INSEE, là, en 2010, on a vu le nombre de pauvres augmenter de 440 000. On est maintenant à 8 700 000 pauvres en France. Alors, on peut continuer à considérer qu'on n'a absolument pas le droit de poser les problèmes dans les termes dans lesquels je les pose, mais pendant ce temps-là, eh bien, il y a de plus en plus, à peu près 1000 à 1500 personnes qui sombrent dans la pauvreté en plus chaque jour en France. Il faut le ratifier, ce traité, ou il ne faut pas ratifier ? C'est surtout sur la méthode, le débat qui s'engage sur la méthode référendum ou en gros passer par le Parlement. Je suis un démocrate plutôt paresseux. Je suis très heureux de vivre en démocratie, mais j'ai pas envie qu'on me force à être trop citoyen. J'ai pas envie qu'on me dise toujours plus, qu'il faut que je m'engage, etc. Je suis très content du système politique tel qu'il est et la démocratie représentative. Je trouve ça très bien. Je suis content qu'il y ait les professionnels, même si je suis un peu provocateur. Je suis content qu'il y ait des technocrates, des gens dont ce soit le métier, de faire de la politique. Et j'aime pas ce discours un peu dominant souvent où on a l'impression que être démocrate, ça se gagne. Il faut devenir, on a des sortes d'échelons pour devenir super citoyen, etc. Je suis content d'un point de vue structurel et vraiment constitutionnel de la façon dont c'est fait aujourd'hui. Vous revendiquez le droit de ne pas vous sentir concerné, éventuellement ? Exactement, oui. Oui, François. Quand on ne s'intéresse pas à la politique, la politique s'intéresse à vous, figurez-vous. Parce que tout ceci est quand même extraordinaire. D'abord, c'est une tempête dans un verre d'eau, puisqu'en réalité, la plupart des décisions du TSCG ont déjà été actées d'un point de vue technique parce que l'on appelle le two-pack et le six-pack ont été adoptés au Parlement européen. De toute façon, il s'agit d'un dessaisissement des parlements nationaux et des démocraties. Le pire, c'est que tout ceci va mener à la catastrophe. Je voudrais faire quelque chose d'un peu simple, peut-être pour les téléspectateurs qui ne comprennent pas très bien comment ça se passe. On nous dit, voilà, l'État est en déficit, donc il faut diminuer les dépenses, il faut avoir un équilibre budgétaire. Très bien. On compare ça à un ménage de salariés. Effectivement, si vous avez un ménage de salariés, le mari et la femme qui gagnent, mettons, 5 000 € par mois, et s'ils dépensent 6 000 €, ils vont être en déficit et ils vont avoir un découvert auprès de leur banque. Il leur suffira de dépenser moins pour revenir à l'équilibre. Mais un État, ça ne fonctionne pas comme ça. Parce que ce qui fait les ressources d'un État, c'est l'impôt sur le revenu, l'impôt sur les sociétés, la TVA et la taxe sur les produits pétroliers, en gros, qui dépendent de l'activité économique. Est-ce que vous vous rappelez qu'il y a 17 ans, en 1995, le plan Juppé avait déjà dit moins 8% sur le budget de tous les ministères. Je le sais d'autant plus que j'étais directeur de cabinet à cette époque. Ça fait au moins 17 ans que tous les gouvernements, les uns après les autres, taillent dans les dépenses budgétaires. Et le résultat, c'est quoi ? Le résultat, c'est qu'on n'a jamais eu autant de déficit et que la dette ne fait que s'accroître. Je rappelle que M. Sarkozy, que M. Baveret a soutenu, s'était fait élire sur le thème qu'il allait faire diminuer l'endettement public. Il laisse 600 milliards d'euros supplémentaires d'endettement. Donc le véritable problème, c'est que ce TSCG est une absurdité. C'est poser par un traité l'idée qu'un État ne va plus faire de déficit, c'est à peu près aussi crédible que s'il y avait une loi qui imposait à Météo France de dire qu'il ne pleuvra plus. Ça n'est pas uniquement du fait de la décision des politiques, ça résulte aussi du phénomène économique, de la croissance, qui ne se décrète pas. Je voudrais insister sur autre chose, si vous me le permettez. Tous les pays de l'Union européenne, du moins de la zone euro, parce que ceux qui ne sont pas dans l'euro, ça fait partie aussi de ce dont on ne parle jamais, la Suède se porte bien, le Danemark se porte bien, la Norvège et la Suisse se portent très bien. Ce sont donc spécifiquement les pays qui sont dans la zone euro qui se portent de plus en plus mal. C'est des pays qui ne sont pas dans la zone euro, qui ne se portent pas très bien, comme l'Angleterre. Oui, mais l'Angleterre a fait un choix que, d'ailleurs, M. Baveret applaudit ça, qui était le choix du tout financier. La City représente à peu près 25% du PIB de l'Angleterre, qui n'a plus d'industrie. D'ailleurs, il paraît que c'est notre modèle à suivre. Plus d'industrie et plus d'agriculture. Bon, je dis simplement que dans la mesure où tous les pays de la zone euro ont des politiques ultra-récessives,
Nous allons avoir une récession qui va continuer de grimper. Nous allons avoir une montée, je ne m'en réjouis pas, de la pauvreté, je l'ai déjà souligné. Nous allons vers des années de plus en plus difficiles et une explosion sociale généralisée au niveau du continent. Est-ce que c'est cela, Daniel Cohen, est-ce que c'est cela que vous voulez ? Sur ce sujet, François Asselineau et Sophie Vaniche. Oui, Frédéric, qu'est-ce que vous pensez si vous êtes malade, vous allez voir un médecin, et puis votre maladie s'aggrave, et à chaque fois que vous allez voir le médecin, il vous dit « Ah ben je me suis trompé dans l'ordonnance précédente, il faut que j'en fasse une autre ». Ce sont les mêmes qui vous ont dit que le traité de Maastricht était formidable, qu'après on dit non, il y avait un petit défaut, on va faire le traité d'Amsterdam, et puis après non, en fait c'est le traité de Nice, et puis après ça non, c'est la Constitution européenne, bon sang c'est le traité de Lisbonne, maintenant c'est le TSCG, et ça va encore pas. Je voudrais dire, mais les choses sont graves, il y a dans les traités européens, dans le traité sur l'Union européenne, un article qui s'appelle l'article 50, qui permet à un État de sortir de l'Union européenne et de l'euro. C'est d'ailleurs la seule façon juridique et sereine d'en sortir. Oui, on ne peut pas vous virer. Voilà. Donc, on peut le... voilà. Alors, ce que nous disons à l'UPR, c'est que puisque cet article existe, c'est qu'il est possible de sortir de ce bins. Et nous disons qu'en démocratie, il est normal que l'on puisse débattre de ce sujet, que l'on voit les conséquences. Alors, M. Cohen, tout à l'heure, dit que ça va être la catastrophe si on sort de l'euro. Je connais par cœur cette espèce d'apocalypse annoncée. Et ce sont les mêmes qui nous promettaient le bonheur général avec l'euro, qui nous disent si on en sort, ça sera l'apocalypse. Le petit problème, c'est que tout le monde sait que c'est faux. Il y a une note de Natixis avec Patrick Artus, qui est un des très grands économistes français, qui est sortie le 10 juillet dernier, qui a montré que si la France sort de l'euro, le franc, par rapport au cours pivot du dollar, perdra 2%. Voilà. Et le nouveau marque gagnera 18%, et puis la lire italienne perdra 12%. C'est beaucoup plus raisonnable. Je voudrais aussi insister sur d'autres éléments. On nous dit, mais si vous sortez de l'euro, vous allez être isolé. Mais on ne sera pas du tout isolé. On sera toujours membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. On aura toujours 271 représentations diplomatiques à l'étranger. Et au contraire, les peuples en Amérique latine, en Afrique francophone, au Moyen-Orient, en Russie, seront contents de retrouver une France qui aura échappé à cette espèce de glacis géopolitique sous tutelle de l'OTAN et sous tutelle de l'Union européenne. Et ce qui me fascine, c'est qu'on parle toujours de l'Europe sans prendre le point de vue de ce que pensent les Allemands, les Finlandais, les Néerlandais. Vous savez que, contrairement à ce que disait mon voisin, ce sont les Allemands qui, en fait, voudraient sortir de l'euro. Toute la haute hiérarchie de la Bundesbank, les uns après les autres démissionnent. Axel Weber, Jürgen Stark ont démissionné. Il y a une très forte pression en ce moment en Allemagne pour sortir de l'euro, puisqu'ils savent que tout risque de leur retomber dessus. Donc avant de faire des plans... dessus, c'est-à-dire que ce serait eux qui devraient payer. Qui devraient payer pour tout le monde. D'ailleurs, on n'a malheureusement pas parlé du coût que va représenter des dizaines et des dizaines de milliards d'euros pour le contribuable français si nous restons dans cette folie. Merci François Asselineau, vous devez nous quitter.